C'est parti pour la partie 2. Vous avez le lien de la première en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. À ce stade, 6 des 12 enfants Galvin ont été diagnostiqués schizophrènes. Ça a été un véritable parcours du combattant pour obtenir le bon diagnostic. Suite à une erreur de diagnostic, l'un d'eux, Brian, a quick sa petite amie avant de s'infliger le même sort. À la maison, c'est le chaos. Entre crises, bagarres et hallucinations, c'est tous les 4 matins que les forces de l'ordre sont appelées en renfort. La famille, autrefois tranquille et respectée, est devenue l'objet de toutes les critiques. Il se murmure que les enfants sont fous. Nous sommes alors en plein dans les années 70. La maladie fait peur, si peur, que la famille Galvin inspire la méfiance. Mais comme je vous le disais, un redoutable prédateur est tapis dans l'ombre. C'est Jim, qui est atteint, rappelons-le, de schizophrénie paranoïde. Et c'est alors que ses petites sœurs sont respectivement âgées de 5 et 3 ans qu'il va commencer à abuser d'elles. Découvrez aujourd'hui la suite de la triste histoire de la famille Galvin. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À cette époque, Jim vit avec sa femme, Cathy, qu'il maltraite et avec qui il a eu un enfant. Sa douceur d'autrefois a laissé place à de l'agressivité et de la méfiance. Il se fait du mal et en fait aux autres. Et à l'entendre, tout le monde lui veut du mal, y compris sa propre famille. Et il va profiter du chaos ambiant pour s'attaquer à ses propres sœurs. Il proposait régulièrement de les garder. Au début, avant que tout cela ne commence, elles aimaient passer du temps chez lui. Elles appréciaient beaucoup Cathy. Elle voyait Jim comme le grand frère protecteur qui, bien que malade, donnait toujours un coup de main à la maison quand la situation devenait trop tendue. Il emmenait souvent ses petits frères et sœurs au cinéma, à la fête foraine, à la piscine, chez le marchand de glace, et j'en passe. C'est lui qui a appris par exemple à Margaret à faire du vélo ou encore du cerf-volant. Quant à Cathy, elle était devenue une seconde maman pour les fillettes. Avec le temps, Jim était devenu le grand qui invitait souvent les amis de ses petits frères et sœurs à dormir chez lui. Il les emmenait même faire des balades sur sa moto. Mais ce n'était là qu'une couverture pour pouvoir se retrouver seul, tantôt avec Margaret, tantôt avec Lindsay. Et bien sûr, en bon prédateur qu'il est, il avait préparé le terrain. Il était particulièrement tactile avec elle. Et il était si gentil, si accueillant, si tolérant, que lorsqu'il se montrait comme ça, très tactile, trop tactile, elle n'y voyait pas à mal. Il avait réussi à semer la confusion dans leur esprit. Et puis un jour, il est allé plus loin, et ses approches étaient toujours les mêmes. Il était toujours très tard le soir, généralement il était ivre après avoir passé la journée au bar. Lindsay a raconté la toute première fois. Elle s'en souvient encore parfaitement, quand bien même elle n'avait pas encore 4 ans. Cathy était déjà couchée et elle était tranquillement installée dans le canapé du salon à regarder la télé. La pauvre ne savait pas qu'il avait déjà commencé à s'attaquer à sa sœur aînée Margaret. L'odieux Jim est entré dans le salon, il s'est allongé à côté d'elle, s'est rapproché d'elle et puis lui a mis un doigt en bas et puis un deuxième, avant de forcer la pauvre Lindsay à pratiquer une sucette sur lui. Et la pauvre était terrifiée, horrifiée. Elle était effrayée à l'idée de refuser, de peur qu'il ne fasse preuve de violence. Il pouvait se montrer infiniment violent. Voilà, il avait comme ça une poker face. Et au début, la petite Lindsay, elle a voulu parler, mais elle a réfléchi au mal qu'elle aurait fait à Cathy, qu'elle aimait beaucoup. Et le dire au reste de la famille, c'était hors de question. Ils avaient déjà assez de problèmes comme ça. Elle voulait pas en rajouter. Alors elle a tout gardé pour elle. Et dans le fond, tout valait mieux à ses yeux que de rester à la maison. L'atmosphère y était irrespirable. Elle était, tout comme sa sœur, dans l'hyper-vigilance, comme ça, en permanence, tellement tout pouvait basculer d'une seconde à l'autre. Alors c'était un autre cauchemar qui l'attendait chez Jim, mais il était moins effrayant à ses yeux. Moins effrayant que tout ce qu'il était susceptible de se passer chez elle au contact de ses frères malades. Et je me suis dit, si c'était moins effrayant, c'est peut-être qu'elle avait peur de mourir quand elle était chez elle avec ses frères. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus effrayant que les abus? Mais il n'empêche qu'elle savait que ce que son frère faisait était mal. Ça lui a littéralement brisé son cœur d'enfant a explosé en 1000 morceaux, parce qu'elle a vraiment cru tout ce temps que son frère l'adorait et l'aimait vraiment, avant de découvrir que, bah non, parce que si on aime quelqu'un, on lui fait pas ça. Alors d'un côté, c'était un sauveur, mais de l'autre, c'était un monstre qui maltraitait déjà sa femme et qui frappait ou menaçait quiconque se mettait en travers de son chemin, sans compter qu'il avait la particularité d'espionner de manière ultra malsaine son entourage. Souvenez-vous, il est schizophrène paranoïde. Lindsay a témoigné plus tard et elle a dit « Je me recroquevillais, je comprenais pas, j'avais peur. Au tout début, je pensais que c'était peut-être de l'amour. Chez Jim, il y avait le zoo,
les glaces, les films, et il y avait ça. Comme si c'était le prix à payer. Et donc, comme je vous le disais, il s'attaquait tantôt à Lindsay, tantôt à Margaret. Et les deux ne le savaient pas, puisqu'elles n'en avaient jamais parlé entre elles. Ce n'est que des années plus tard qu'elles se rendront compte des choses. Et la première qui réussira à se libérer définitivement des griffes de Jim, c'est l'aînée Margaret. C'est à l'âge de 10 ans et après 5 ans d'abus qu'elle réussit enfin à trouver le courage de dire stop. Un soir, elle réussit à le repousser avec force et véhémence. Dès lors, il n'osera plus s'attaquer à elle, se concentrant sur sa petite sœur. Et c'est à cette même période que Margaret est envoyée vivre chez des amis proches, la famille Gary. C'est une famille richissime qui a toujours entretenu des liens étroits avec les Galvin. Donc les Gary ont proposé à Mimi d'accueillir Margaret, comme elle était très amie avec leurs enfants. C'était afin de la soulager, ce que Mimi a accepté avec joie, ayant toute confiance. À ce moment, Mimi est plus que jamais accaparée par la maladie de ses fils. Elle essaye tout ce qu'il est possible. Avec Don, ils ont déjà fait analyser l'eau de la maison pour voir s'il n'y avait pas des problèmes de plomb. Ils ont fait essayer à leur fils tout un tas de remèdes, dont l'administration de vitamines, puisqu'à cette époque, certains médecins pensaient que les carences pouvaient être l'origine de la maladie. Donc voilà, Margaret, pré-ado, qui rejoint le luxueux foyer des Gary, si luxueux qu'elle dort sous un tableau de Picasso. Au début, elle le vit bien. C'est une véritable échappatoire pour elle. Mais voilà, la situation s'éternise. Les mois laissent place aux années et la pauvre se sent abandonnée par ses parents qui n'ont pas l'air de vouloir la récupérer. Et puis, elle se sent plus tolérée par les Gary qu'adoptée. On lui fait ressentir comme ça, par touche, qu'elle n'est qu'une pièce rapportée de la famille. Elle écrira dans son journal « Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ma famille ne veut plus de moi ?» Elle se sent rejetée par ses parents. Elle se sent aussi coupable de vivre mieux. Mais chaque retour à Hayden Valley Road est comme un retour en enfer pour elle. Et puis après les Gary, elle est envoyée dans un pensionnat. Et pour toutes ces raisons, et ce n'est pas pour rien, vous le verrez plus tard qu'à l'âge adulte, elle prendra ses distances avec sa famille. Quant à la pauvre Lindsay, en plus de lui arracher sa sœur adorée, elle n'a pas d'autre choix que de souffrir en silence. Au-delà même de ce que lui fait Jim, elle doit endurer les hospitalisations de ses frères, les hurlements, les crises. Elle déclarera plus tard « J'ai très vite appris ce qu'il fallait faire, à savoir rien. Si tu cries, si tu pleures, on va croire que toi aussi tu deviens folle. » Fin de citation. Alors, elle ne pleure pas, elle ne se plaint jamais de rien, elle passe des heures à ranger compulsivement sa chambre pour se rassurer, elle observe ses frères à la recherche du moindre signe annonciateur de crise, mais elle observe surtout ses parents. Elle guette le moindre signe de rejet vis-à-vis d'elle. Elle a déclaré « Je me suis toujours dit, si je pleure, ils vont penser que c'est mon tour. » Et en parallèle, elle a fait de son mieux des années durant pour ignorer ce que lui fait endurer Jim. Elle a le dos dur, mais elle sait que cette immonde situation ne pourra pas durer éternellement. Et un jour, c'est l'escalade. Nous sommes au printemps 1979, Lindsay est âgée de 14 ans. Elle sent que l'attrait de Jim à son égard s'intensifie, comme ça, toujours plus. Et elle se dit que bientôt, il essaiera peut-être de passer à la vitesse supérieure, à savoir s'introduire en elle. Et elle a vu juste, puisque c'est ce que Jim va essayer de faire un soir. Mais alors qu'il tente de s'introduire en elle, Lindsay se débat férocement. Au-delà de l'acte en lui-même, elle est terrifiée à l'idée de tomber enceinte, puisque son corps était en train de changer. Et là, c'est juste stop. Elle préfère 1000 fois s'attirer ses foudres et qu'il lui fasse du mal, plutôt que de risquer d'avoir un bébé avec lui. C'est donc ce soir-là qu'elle a, tout comme sa sœur avant elle, trouvé le courage de se dresser devant lui et de lui dire tout ce qu'elle n'avait jamais osé lui dire auparavant. « Laisse-moi tranquille, éloigne-toi de moi, je te déteste. » C'est ça qu'elle lui a dit. Mais Jim n'en a que faire, il l'attaque, lui arrache son tampon avant de la pénétrer de force. Il n'était jamais allé aussi loin avec Margaret. Il disparaît dans sa chambre et il va dès lors esquiver Lindsay. Il n'en reparlera plus jamais. Quant à la pauvre adolescente, elle sera des semaines terrorisée à l'idée de tomber enceinte, ce qui fort heureusement n'arrivera pas. Et pour le coup, Jim n'a plus tenté de l'attaquer comme s'il avait réalisé l'horreur de son acte. Mais Lindsay a peur, si peur, qu'elle s'est décidée à organiser sa fuite. En troisième, donc dernière année de collège, elle avait réussi à se faire accepter dans un internat situé à l'autre bout du pays. Ce qu'elle veut à ce moment, c'est mettre le plus de distance possible entre sa famille et elle. Elle se fait alors la promesse de ne jamais plus revenir à Colorado Springs, ne serait-ce que pour y passer la nuit, sauf que la pauvre, alors qu'elle est sur le point d'intégrer ce pensionnat, elle va vivre un terrible drame. Mais laissez-moi d'abord vous présenter celle qui est à ce moment entrée dans la vie des Galvin, le docteur Lynn Delici.
Elle entre dans leur vie au début des années 80. À ce moment, Don et Mimi se sentent responsables de la maladie de leurs enfants. Certains médecins les ont persuadés que, génétique ou non, dans tous les cas, les parents et surtout la mère ont une part de responsabilité dans la maladie. Donc ils ont le sentiment d'avoir échoué quelque part. Et alors qu'ils sont abandonnés à leur triste sort, ils sont contactés par le docteur Delisi. On peut dire qu'elle tombe à point nommé et elle n'est autre que l'une des plus éminentes chercheuses de l'Institut de la santé mentale des États-Unis. Cela fait des années qu'elle est obsédée à l'idée d'en savoir plus sur les origines et les symptômes de la schizophrénie. Jusqu'à présent, les chercheurs avaient toujours échoué. Et pour espérer avancer, elle s'est mise en tête d'étudier une famille dont plusieurs membres seraient touchés par la maladie. Mais trouver une famille fortement touchée n'est pas une mince affaire puisque, comme je vous le disais dans la partie 1, ça arrive rarement. Même si on suspecte donc des facteurs héréditaires, trouver comme ça un cluster de malades au sein même d'une seule et même cellule familiale, c'est pratiquement du jamais vu. Ce qui l'a toujours conforté dans l'idée que la génétique ne pouvait pas tout expliquer dans cette maladie. Sinon, le corps médical aurait été confronté à des fratries entières ou presque de touchés. Or, ce n'est pas le cas, surtout dans les années 80 où les erreurs de diagnostic sont légion. C'est aussi une époque où, par peur du jugement, les malades se font discrets. Certains pourrissent dans des asiles qui ne sont ni plus ni moins que des cercueils à ciel ouvert. Et le docteur Delisi, qui est considérée comme une pionnière, est depuis des années persuadée que si elle arrivait un jour à mettre la main sur une telle famille, elle réussirait à trouver une solution génétique miracle et que dans tous les cas, ça aiderait à mieux comprendre comment la maladie évolue, non pas que chez le malade, mais également dans la société. Donc, fin 70, début 80, il y a encore peu d'études. En fait, les chercheurs, à cette époque, considèrent qu'il est vain de dépenser de l'argent dans les recherches, car selon eux, la schizophrénie est à l'image de la maladie d'Alzheimer, à savoir trop complexe par nature, qu'elle implique, tout comme elle, trop de gènes, et que donc, s'y intéresser plus amplement, eh bien, ce n'était ni plus ni moins qu'une perte de temps et d'argent. Et de ce fait, personne ne prend vraiment au sérieux les initiatives du docteur Delisi. Or, les années 80, c'est justement l'apparition du séquençage du génome humain. Et le docteur Delisi est persuadé que cette nouvelle technique peut être la clé du mystère. Mais pour mener à bien ses ambitions, elle doit réunir un maximum de sujets, donc de malades, mais pas que. Elle doit aussi convaincre leur famille, d'où son idée d'étudier des familles fortement touchées qu'elle a appelées familles multiplexes. Elle s'est mise en relation avec les Galvin grâce à l'intermédiaire d'un médecin qui s'occupe de l'un des frères. En découvrant qu'il existe un cluster de 6 frères ayant les mêmes parents et donc étant issus de la même lignée génétique, elle n'en revient pas. C'est du jamais vu. Bien que la schizophrénie soit considérée comme héréditaire, son mode de transmission, elle, déconcerte les scientifiques, puisqu'elle ne semble pas pour autant se transmettre directement de parents à enfants. Alors Mimi et Don acceptent avec joie de devenir son objet d'étude. Dans le fond, ils ne veulent qu'une chose, qu'on réussisse à soigner de manière définitive leur fils. Alors, encore une fois, c'est impossible, mais ils y croient, et le docteur Delisi aussi. Et donc pour en revenir à l'histoire de Lindsay, elle n'a qu'une seule hâte, au moment de finir le collège, prendre ses clics et ses claques et partir très loin des siens. Et c'est alors qu'elle est à une poignée de semaines d'enfin pouvoir s'envoler pour son internat qu'elle est invitée à une fête de lycée organisée par le frère d'une amie. Alors Lindsay est plus jeune, elle est toujours au collège et comme sa mère a toujours refusé que ses plus jeunes ne participent à ce genre de boom, eh bien elle prend la décision de ne rien lui dire. Elle connaît d'avance sa réponse, alors elle lui demande simplement l'autorisation d'aller dormir chez cette fameuse copine qui est la petite sœur du garçon qui organise la fameuse fête. Donc, c'est toute contente qu'elle se rend chez elle pour participer à la fête. Or, en arrivant, elle constate qu'il n'y a pas autant de monde qu'on lui avait dit. Il y a son ami, le grand frère de cette dernière et 2 amis à lui. Les garçons ont alors proposé aux filles de passer la soirée dans un bar bien connu de la ville où les jeunes ont l'habitude de venir fricoter. L'amie de Lindsay refuse. Elle ne peut pas parce qu'elle doit rester à la maison pour garder ses petites sœurs. Quant à Lindsay, elle accepte sans se méfier. Elle monte en voiture avec eux, direction le fameux bar, où tous boivent, bien évidemment plus que de raison. Surtout la jeune fille. À leur retour, c'est toute la maisonnée qui est endormie et la pauvre Lindsay est tellement ivre qu'elle n'arrive pas à marcher autrement qu'en titubant. Les garçons décident de la conduire dans le dressing. Et là, je vais vous lire un extrait du livre Hidden Valley Road de Robert Kolker. C'est plus simple. Je cite. « Lindsay s'est réveillée quelques heures plus tard sans savoir où elle était. Elle a ouvert la porte du placard et s'est dirigée vers le salon. Il faisait jour, elle a frissonné. Sa mère était censée venir la chercher. Elle est sortie en titubant de la maison, préférant attendre sa mère sur le trottoir. Elle se tenait le ventre, essayait de comprendre ce qui s'était passé. Sa mère est arrivée pour l'emmener, comme c'était prévu, chez le dentiste.
je ne peux pas y aller, a dit Lindsay, je suis malade. Mimi avait peut-être compris que sa fille avait bu. Après tout, c'était sa 12e adolescente, mais elle n'a rien dit. C'est alors, sur le chemin du retour, que Lindsay a eu des flashs. C'était sa mémoire qu'elle recouvrait. Et ils n'ont laissé aucun doute quant à ce qu'elle avait subi. Elle a instantanément été replongée dans le fameux dressing. 2 garçons se relayaient sur elle, et le 3e tentait sans grande conviction de les arrêter. Lindsay a failli vomir sur elle. Et là, dans la voiture, elle s'est dit que c'était bien fait pour elle, que c'était là une punition bien méritée puisqu'elle avait menti à sa mère et qu'elle s'était saoulée et que si elle n'avait pas réussi à s'enfuir des griffes de ses agresseurs, c'était de sa faute. Fin de citation. Donc Lindsay se sent coupable, elle est rongée par la honte, si bien qu'elle décide de n'en parler à personne. Travelling avant pour Lindsay, ce qu'elle veut c'est oublier, elle fait comme si rien n'était arrivé. Et c'est donc juste après avoir été V qu'elle rejoint l'internat. Dès son arrivée, elle change de nom. Rappelons qu'elle s'appelait Mary. Elle opte pour Lindsay, c'est sa manière de tout laisser derrière elle. Elle est désormais libre physiquement, mais mentalement, elle est anéantie. Mais elle cache tout. C'est comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir être parfaite. Résultat parfait, comportement parfait. Après le lycée, elle rejoint l'université du Colorado. Sur le papier, elle a une vie de rêve. C'est une jeune femme intelligente, populaire, sportive, dotée d'une grande beauté. Elle a tout un tas d'amis, une vie sociale bien remplie. Mais la réalité, c'est que depuis le lycée, elle est sujette à de violentes crises d'angoisse. Elle se déclenche comme ça, sans raison. Et c'est seule qu'elle y fait face, par peur du jugement, par peur aussi qu'on l'associe à ses frères malades. Et puis elle a peur. Est-ce à son tour ? Mais n'en pouvant plus, elle se décide à aller consulter la thérapeute du campus, laquelle lui sort le fameux « Parlez-moi de votre famille ». Et alors que Lindsay se confie, le visage de la thérapeute s'assombrit. De toute évidence, elle ne croit pas un traître mot de ce que lui dit Lindsay. Et Lindsay comprend que la thérapeute la regarde comme si elle était folle. Et sans surprise, la séance n'aboutit à rien. Lindsay ressort de là plus désespérée que jamais. Et elle se dit que si un psy ne la croit pas, alors qui la croira ? Faute de mieux, elle se tourne vers le développement personnel. Elle lit n'importe quel ouvrage susceptible de l'aider, à une époque où le développement personnel est assez méconnu du grand public, en tout cas pas aussi populaire qu'aujourd'hui. La pauvre Lindsay est en proie à de lourdes conséquences psychologiques qui résultent de son enfance chaotique. Et elle se rendra compte à quel point les conséquences de son passé sont bien présentes lors de sa première fois avec son petit ami. Tim. C'est un ami de la famille qu'elle connaît depuis 10 ans et avec qui elle a commencé à sortir quelques mois seulement avant d'intégrer l'université. Elle est alors âgée de 19 ans. Ça fait alors presque 1 an qu'ils sont ensemble. Ils n'ont jamais consommé leur relation. Lindsay esquivait toujours. Et lorsqu'ils essayent enfin, Lindsay ne réussit pas à aller plus loin, alors que tout s'y prête. Et Tim, il a voulu savoir le pourquoi du comment, non pas parce qu'il s'impatientait à l'idée d'enfin consommer sa relation, non. C'est un jeune homme sincèrement amoureux. Il a plutôt la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez sa petite amie, et en l'occurrence quelque chose de grave. Et comme il connaît bien les problèmes de la famille, d'instinct, il s'est dit que ça devait sûrement avoir un lien. Et au détour de l'une de ces questions, Lindsay craque, elle fond en larmes et elle finit par tout lui avouer. L'enfer qu'elle a vécu dans un foyer rongé par la violence, les crises, et aussi et surtout ce que lui a fait subir Jim des années durant. Et lorsque Tim entend tout ça, il reste sans voix. Du haut de ses 18 ans, il se sent impuissant. Alors il décide de se tourner vers sa tante, Nancy, qui est également une amie proche des Galvin. Elle connaît donc la fratrie depuis qu'ils sont tout petits. Et en entendant ça, Nancy est choquée. Choquée de ce qu'a vécu Lindsay, mais pas que. Elle est aussi choquée de l'attitude de la thérapeute du campus. Alors, elle ne peut s'empêcher d'aller en parler à Lindsay. La pauvre est terrifiée, mais Nancy la rassure. Elle ne dira rien à personne. Elle n'est là que pour l'aider. Elle lui promet de tout garder secret jusqu'à ce qu'elle se sente prête à en parler d'elle-même. Elle l'aide aussi à reprendre confiance en les médecins. Elle lui explique toute l'importance de suivre une thérapie. Nancy a pris le temps de chercher un thérapeute compétent, capable de recueillir correctement la parole de Lindsay. Elle a jeté son dévolu sur une certaine Louise Silverne, qui commence donc à suivre Lindsay cette même année en 1984. À cette époque, cela fait près de 5 ans que Lindsay a fui le domicile familial, qu'elle ne subit plus les assauts de son frère, mais qu'elle subit ce qui s'apparente à des symptômes de stress post-traumatique. Et Louise Silverne se souvient parfaitement de leur première rencontre. Elle s'est souvenue d'une jeune femme pleine d'assurance, mais elle s'est aussi souvenue que le témoignage qu'elle avait fait de sa vie, presque minute par minute, était le plus traumatisant qu'elle ait jamais entendu de la bouche d'un patient.
Et Louise n'a pas été étonnée d'apprendre sa mésaventure avec la précédente thérapeute, qui avait fait l'erreur, selon elle, l'erreur des plus classiques à l'époque, de vouloir la faire taire. À cette époque, les petites victimes devenues adultes étaient souvent encouragées à se taire, à passer à autre chose, sans compter ce mythe qui perdurait selon lequel un enfant victime était automatiquement soigné dès lors qu'il arrivait à parler de ses traumas, à les verbaliser, et que donc verbaliser ses souvenirs traumatiques leur retirait leur charge émotionnelle, les transformant automatiquement en mauvais souvenirs. Or, Louise savait que c'était faux. Et dans le cas de Lindsay, oui, parler lui a fait du bien, être crue et accompagnée aussi, mais ce n'était là que le début d'une longue thérapie qui durera plus de 25 ans, à raison au début de parfois 3 séances par semaine. Et d'ailleurs, Louise n'a pas hésité à lui faire crédit. Rappelons qu'à ce moment, Lindsay est encore étudiante. Alors imaginez un peu le temps qu'il lui a fallu pour se reconstruire. C'est un rappel d'à quel point les traumas d'un enfant peuvent avoir une incidence considérable sur l'adulte qu'il deviendra. Et dans son cas, Lindsay avait eu comme réflexe de survie de comme fragmenter les choses, ranger telle expérience dans telle case, la fermer, puis telle autre dans telle autre, puis la fermer. Et la voilà désormais enfin capable de faire face à son passé plutôt que de le fuir. Elle a ainsi appris que non, elle n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé dans le dressing. Il a fallu que Louise réussisse à lui faire surmonter son sentiment de culpabilité. Avait-elle menti à sa mère? Réponse de Lindsay, oui. Était-elle allée à une fête alors qu'elle n'aurait pas dû? Réponse de Lindsay, oui. Mais méritait-elle pour autant ce qui allait suivre? Sa réponse a été non. Est-ce qu'elle voulait qu'il s'est passé cette nuit-là? Non. Aurait-elle confondu sexe et affection déplacée ce soir-là? Non. L'avait-elle cherché? Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi n'avait-elle tout simplement pas quitté le placard? Parce qu'il y avait 3 garçons avec elle et que son état ne le lui permettait pas. Et c'est à la suite de cet échange que Louise a pris le risque de lui dire « Ils t'ont violée ». Lindsay n'était pas scandalisée, elle était plutôt soulagée. Quelqu'un donnait enfin un nom à ce qui s'était passé ce soir-là. Et elle avait enfin réalisé qu'elle n'était rien d'autre qu'une victime prise au piège. Elle a aussi appris grâce à Louise que ce mécanisme d'auto-culpabilisation est un réflexe naturel de protection. Comme les enfants n'ont généralement aucun moyen de gérer un traumatisme au-delà de leur propre expérience, trop souvent, ils vont, faute de solution, se blâmer eux-mêmes. Et j'ai lu quelque chose d'intéressant concernant Lindsay. Elle a expliqué qu'après avoir passé des années à voir ses frères pris d'hallucinations ou être incohérents, elle n'avait pas pu s'empêcher depuis toujours de s'imaginer ce qu'ils pouvaient ressentir. Et un jour, au détour d'une fête étudiante, elle a goûté pour la première fois aux champignons hallucinogènes et elle s'était dit que c'était probablement ce que devait ressentir un schizophrène, ce qui faisait effet et voyait des choses. Et elle avait trouvé la sensation terrifiante. Mais ce que désire le plus Lindsay, c'est avoir une réponse à cette question qui n'a de cesse de la hanter depuis des années. Est-ce que le mal que lui a fait Jim est lié à sa maladie? De ce que l'on sait, Jim ne s'est attaqué qu'à ses 2 petites sœurs. Alors se serait-il ou non attaqué à elle s'il n'avait pas été malade? C'est cette question qui obsédait Lindsay. Et puis après un paquet de séances de thérapie, elle a décidé qu'il était temps de tout révéler à ses parents. Voilà, c'est le moment. À ce moment-là, elle est tout sauf sereine. Elle a peur de la réaction qu'il pourrait avoir. Et comme son père venait tout juste de faire un AVC, elle a décidé que le mieux à faire était de n'en parler qu'à sa mère pour ne pas impacter davantage la santé de son père. Et il est vrai qu'à chaque fois qu'elle avait essayé, et depuis sa plus tendre enfance, de faire part à sa mère d'un quelconque mal-être, Mimi la repoussait. Elle la poussait même insidieusement à se taire, avec des formules du type « Tu crois que tu as des problèmes ?» En fait, elle invalidait la souffrance de sa fille. En filigrane, elle lui faisait comprendre qu'elle devait, tout comme elle, avoir le tempérament nécessaire pour absorber les douleurs de la vie. Et Lindsay se souvient encore parfaitement du jour où elle lui a tout avoué. Les 2 étaient alors en route pour rendre visite à une amie de la famille, et c'est là, dans la voiture, qu'elle lui a confié les années d'abus infligées par Jim. Et elle a été choquée d'entendre la réponse de sa mère. Après un long silence, cette dernière, qui bien entendu ne se doutait pas une seconde de ce que lui avait fait vivre Jim, lui a avoué avoir elle-même été victime par le passé, victime de son beau-père. Mimi avait toujours raconté à ses enfants et à son entourage une version édulcorée de son enfance. Une enfance dorée, passée entre New York et le Texas auprès de sa mère, qui travaillait alors dans le textile à Manhattan, et de son beau-père, Ben Skolnick, alors artiste peintre. Ben Skolnick était un homme très cultivé, qui était en quelque sorte devenu le professeur d'art de Mimi, son professeur de musique aussi, et Mimi avait fait part de sa joie à ses enfants d'avoir pu découvrir tant de choses à ses côtés.
Il lui faisait écouter du Tchaïkovski, la ramener dans les musées, à l'opéra. Et bien sûr, elle s'était bien gardée de leur parler de l'envers du décor. La réalité, c'est que Ben buvait beaucoup et qu'il prenait toujours plus de liberté avec sa belle-fille. Il était toujours plus tactile, puis il avait commencé à la toucher de manière inappropriée, une fois, puis deux. C'était la mode des jupes trapèzes à l'époque, et pour faire face à l'affluence des commandes, la maman de Mimi travaillait énormément, elle travaillait de jour comme de nuit. De cette Mimi était souvent seule avec son beau-père, et il a profité donc des absences de sa mère pour abuser d'elle. Et Mimi a toujours été incapable d'expliquer en détail ce qu'elle a vécu. C'était trop difficile pour elle. Elle s'est contentée de dire à sa fille que c'est lorsqu'il a commencé à s'en prendre à sa petite sœur, eh bien qu'elle avait trouvé la force de tout raconter à sa mère. Entendre ça était un choc pour Lindsay. Jamais, mais absolument jamais, elle n'aurait pu imaginer une seule seconde que sa mère avait été victime avant elle. Elle a enfin pu comprendre pourquoi le mariage entre sa grand-mère et Ben n'avait pas duré. Et Lindsay a commencé à voir sa mère d'une autre façon. Elle n'était plus cette femme rigide et bigote qui faisait l'autruche. Elle a réalisé en fait que tout ce temps, elle s'était trompée sur son compte. Lindsay ne sait que trop bien toute la force dont il faut faire preuve pour oser dénoncer les choses, entre le risque de ne pas être cru, le risque d'éclater la famille, et puis que sa mère ait osé dénoncer les choses, dans le seul but de sauver sa sœur, ça force le respect. Ça voulait dire que Mimi donc était tout aussi victime qu'elle, et que seules quelques décennies séparaient leur calvaire. C'est donc émue qu'elle a réalisé qu'elle ne connaissait pas aussi bien sa mère qu'elle le croyait. Mais il y a un mais. Si Lindsay était heureuse d'accueillir les confidences de sa mère, cette dernière est restée fidèle à elle-même. Elle a occulté son malheur en prenant soin d'esquiver les détails de ce que Jim lui a fait subir. Et puis ensuite, rien. Elle n'a rien fait. Comme pour fuir cette douloureuse réalité, Mimi s'était mise à parler de la maladie mentale de Jim. Elle disait à sa fille en filigrane « C'est pas lui, c'est pas vraiment de sa faute, c'est la maladie. » Alors que non. Ce sont deux choses complètement différentes. Et aucun chercheur ni psychiatre, même à l'époque, n'aurait osé affirmer que les agissements de Jim étaient dus à la maladie et au délire psychotique qui allait avec. Dans le fond, elle n'a pas été étonnée de la réaction de sa mère, c'est le contraire qui l'aurait étonnée. Et puis elle s'est rendue compte qu'avec 6 fils malades, sa mère avait comme épuisé toute sa compassion pour eux et qu'il n'en restait plus pour les autres. Lindsay a pu néanmoins se libérer d'un poids en lui annonçant que désormais elle n'accepterait plus de se retrouver dans la même pièce que Jim. Et Mimi a toujours respecté son choix, s'organisant pour que jamais les deux ne se croisent. Sauf qu'un dimanche, le voilà qui se pointe par surprise alors que Lindsay est là. Et Don, qui avait depuis été mis au courant, l'a exhorté à partir. Il lui a crié « Jim, tu n'as rien à faire ici, s'il te plaît, rentre chez toi. » Jim a répondu « Mais pourquoi je n'ai pas ma place ici ?» Il faut savoir qu'à ce moment, sa femme Cathy, lasse de toute cette violence qu'elle supportait depuis des années, avait fui le domicile emportant avec elle son fils. Jim s'était donc retrouvé seul. Il était devenu presque obèse à cause des effets secondaires des traitements qu'il prenait. Mimi n'a rien fait. Elle ne s'est pas interposée. Et là, Lindsay a juste explosé. Elle a hurlé à Jim « Espèce de connard, tu m'as agressé !» Et passé l'effet de surprise, Jim est entré dans une colère noire. Il a ramassé une guitare qui traînait par là et l'a fracassée au sol en hurlant « C'est faux, tu te fais des idées !» Il a traité sa sœur de menteuse, mais cette fois la donne avait changé. Il a vu dans le regard de ses proches que personne ne le croyait. Don a finalement rapidement mis un terme à son esclandre, l'accompagnant Manu Militari à la porte. Il lui a dit de sortir de chez lui et de ne plus y remettre les pieds. Lindsay a passé la soirée à pleurer. Ses parents n'ont rien fait, ils l'ont laissé seul, chacun retournant comme si de rien n'était à ses occupations. C'était une fuite en avant de leur part. Puis c'est parfois difficile pour un parent de faire face aux abus qu'ont subis leurs enfants. Il y en a qui sont incapables d'écouter, d'entendre, par culpabilité ou parce que c'est trop ignoble à entendre, je sais pas. En tout cas, contre toute attente, c'est Joey qui est venu la consoler. Et ça l'a étonné puisqu'à cette époque, le pauvre était assommé de médicaments. Il était la plupart du temps amorphe, habitait chez ses parents et traînait du matin au soir en pyjama. Et il est comme sorti de sa torpeur à ce moment-là. Lui aussi ne s'est jamais douté une seule seconde des agissements de Jim. Mais il a pris sa sœur dans ses bras et lui a dit « Tu ne mens pas. Je sais que tu ne mens pas. » Voilà. De son côté,
Le docteur Delisi n'a pas chômé. Il s'est passé plusieurs années depuis sa rencontre avec les Galvin. Grâce à l'étude acharnée de ces familles multiplexes, elle avait enfin réussi à isoler un génome séquencé qui démontrait, selon elle, de manière indiscutable, que la schizophrénie était bel et bien d'origine héréditaire et que donc, selon elle, l'environnement n'y était pour rien dans la maladie, sauf que non. On sait de nos jours que c'est faux et que l'environnement est bel et bien susceptible d'avoir une incidence, mais les croyances, bien qu'erronées du docteur Delisi, ont eu le mérite de faire énormément de bien à Mimi et Don. Après tant d'années à être convaincus que leur fils était tombé malade par leur faute, parce qu'ils avaient été de mauvais parents, qui avaient eu de mauvaises méthodes d'éducation, enfin on leur dit que non, que si la maladie s'est déclarée et autant de fois, c'est uniquement à cause de facteurs génétiques. Voilà, le problème de l'inné et de l'acquis, enfin réglé. Et ça a beaucoup arrangé Mimi et Don de croire ça au point où ils ont fini par placer tous leurs espoirs sur le docteur Delisi, ainsi que sur les chercheurs qui allaient dans son sens. Ils étaient à l'affût du moindre résultat de nouvelles études écartant tout facteur environnemental, sauf que, toujours à cette époque, en l'occurrence dans les années 90, il n'y avait aucun consensus. Et nombre de chercheurs continuaient, et à raison, comme on le verra plus tard, à avancer que l'environnement du malade, ses expériences passées, ajouté à un terrain génétique propice, était tout autant d'éléments déclencheurs de la maladie. Mais c'est aussi l'époque où le corps médical commence à penser que la schizophrénie est un trouble du développement, comme généralement les premiers symptômes apparaissent entre l'adolescence et l'âge adulte. Les spécialistes en étaient arrivés à la conclusion que si la maladie s'est déclarée, par exemple chez un frère et pas sa sœur, c'est que le frère, contrairement à sa sœur, n'a pas réussi au dernier stade de son développement cérébral à soit filtrer certains stimuli, soit encaisser certains traumas, que donc leur développement cérébral a fail à un stade critique de son développement, puisque CQFD, c'est à ce moment que les symptômes apparaissent la plupart du temps. Ce qui n'est pas vrai, on le sait aujourd'hui. Il n'empêche que les chercheurs ont redoublé d'efforts pour tenter de comprendre la maladie, et même si le docteur Delisi faisait fausse route, elle découvrira plus tard au sein de la famille Galvin la présence d'une mutation génétique propre aux Galvin, mutation génétique ayant un impact direct sur le fonctionnement cérébral. Mais malheureusement, il s'avérera que les gènes des Galvin ne contiennent pas de solution miracle. Et la communauté médicale ne semble guère plus proche aujourd'hui de trouver un remède à la schizophrénie, si tant est qu'un tel remède existe. Et ce qui va populariser l'histoire des Galvin, faire que leur histoire sera connue de tous, c'est un livre qui deviendra un best-seller, Hidden Valley Road, écrit par le journaliste Robert Kolker. Il a déclaré dans une interview, je cite, « Il s'avère que mon ami et ancien rédacteur en chef du magazine New York, John Gluck, était au lycée avec Lindsay. Un jour de 2015 ou 2016, ils se sont croisés et Lindsay lui a dit que sa sœur et elle souhaitaient que leur histoire de famille soit racontée, mais qu'elle ne voulait pas pour autant se lancer dans l'écriture de leur mémoire. Elles étaient prêtes à ce qu'un journaliste indépendant les accompagne partout où ça les mènerait. John a pensé à moi, car il avait édité mon article sur l'affaire du prédateur inconnu de Long Island. Il avait compris que j'avais l'habitude d'écrire sur des personnes en crise et vulnérables. La stigmatisation était un problème majeur pour cette famille. Ils avaient déménagé dans une petite ville, mais se considéraient comme cultivés, intelligents et progressistes. Pourtant, il leur était très difficile d'aborder le sort de leur fils. L'une des raisons était la croyance psychanalytique, aujourd'hui réfutée, en la mère schizophrène, un type de personnalité supposément responsable de la maladie de ses enfants. Mimi a dit qu'elle et son mari ressentaient une profonde honte et qu'ils avaient l'impression de ne pouvoir parler de ce qui se passait à qui que ce soit, ni à leurs voisins, ni même à leurs amis proches. Mimi n'a pas utilisé de terme comme mère schizophrène, mais elle a dit qu'on lui avait donné le sentiment d'être responsable. Pour elle, c'était peut-être le principal problème. Mais plus profondément, leur vie ressemblait à un château de cartes. Ils pensaient que s'ils en avaient parlé, ça aurait menacé la carrière de Don. Ils n'auraient plus pu subvenir aux besoins de leurs enfants. Et que dire de cette stigmatisation qui les empêchait d'avoir un avenir? Je pense qu'ils craignaient que toute la famille ne s'effondre. Fin de citation. Et c'est en recueillant toujours plus de témoignages que Robert Kolker s'est passionné pour l'histoire peu banale des Galvin. Son enquête a duré beaucoup plus de temps que prévu, elle s'est étalée sur toute une année. Il a compris à quel point les Galvin avaient marqué leur époque, une époque où la médecine évoluait considérablement en matière de maladies mentales. Et donc, à sa sortie, le livre a fait un carton, se hissant même en tête des ventes. Il a indéniablement aidé à sensibiliser la population sur la schizophrénie, sur les effets dévastateurs qu'elle peut avoir sur les malades comme ses proches.
Les Américains ont enfin vu les malades sous un autre jour, non plus comme des bourreaux en puissance, mais comme des victimes. Ils ont pris conscience de leur profonde détresse, surtout au moment de l'apparition des premiers symptômes, de leur errance médicale et de toutes les conséquences que la maladie pouvait également avoir sur les proches, puisque finalement, les deux sont dans le même bateau. Voilà, vous savez tout. Il y avait tellement d'infos disponibles que ça a été très compliqué de faire le tri et de surtout retracer la chronologie des événements. Et voici donc ce que les Galvin sont devenus. Je ne sais pas ce qu'ils sont tous devenus, néanmoins la plupart je le sais. Don est décédé d'un cancer en 2003. Mimi est décédée en 2017 des suites d'une série d'accidents vasculaires cérébraux. Et jamais, et jusqu'au bout, elle n'a abandonné ses fils. Elle s'est occupée d'eux jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, jusqu'au bout, Mimi et Don auront porté leur chagrin sans comprendre, sans véritablement savoir quoi faire. Peter, le cadet des frères, dont les symptômes, souvenez-vous, étaient apparus à l'âge de 7 ans, a gardé toute sa douceur. Il n'a jamais cessé de se montrer affectueux vis-à-vis de ses proches et il est décédé dans son sommeil le mardi 17 octobre 2023, moins d'un mois avant son 63e anniversaire. Donald, l'aîné, est décédé le jeudi 16 janvier 2025 à l'honorable âge de 80 ans. Dans ces dernières années, il a vécu dans un centre adapté et bien qu'il avait l'esprit souvent embrouillé, il était calme, doux et réservé. Il aimait se promener en voiture et appréciait particulièrement le filet aux fiches et les cheeseburgers. Et il aimait également aller au ballet, à l'opéra, au théâtre. Quant à Matthew, alias Paul McCartney, même s'il est toujours aussi grincheux, il a eu la chance d'être malgré tout moins impacté par la maladie que ses frères. Grâce à un traitement adapté, il est décrit comme le frère le plus fonctionnel. Il a continué son petit bonhomme de chemin, mais il a vécu une transition majeure en 2020. Il est passé d'une vie autonome dans un appartement à plusieurs mois d'hospitalisation, à la suite de quoi il a vécu dans un établissement spécialisé. Et aux dernières nouvelles, il aimerait bien être payé pour tout ce qu'il a construit dans l'état du Colorado. Et il a dit que s'il n'était pas payé, eh bien Mère Nature continuera de ravager le monde. Souvenez-vous, c'est lui qui pensait avoir la divine mission de reconstruire le Colorado. Joey a fini ses jours seul, dans un appartement fourni par l'État. Il est mort à l'âge de seulement 53 ans, des suites d'un surdosage médicamenteux. Margaret s'est quant à elle éloignée. Elle n'a pas vraiment participé aux rassemblements familiaux. Trop de douleurs, trop de fantômes. Lindsay, au contraire, est devenue le ciment de la famille. Elle a toujours été consciente, d'ailleurs ça lui a donné beaucoup d'empathie, qu'elle aurait pu se retrouver à la place de ses frères. Donc elle a toujours veillé sur ses frères. C'est elle qui s'occupe de la Galvin Family Trust, une structure d'aide créée pour soutenir les survivants. Elle a construit sa propre famille. Elle a transformé la tragédie en combat. Aujourd'hui, elle est la tutrice du dernier frère Galvin atteint de schizophrénie encore en vie. Lindsay a déclaré, je cite, « Juste parce qu'ils sont schizophrènes ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'âme, pas d'intelligence, pas d'amour. À travers tout ce qu'ils ont vécu, mes frères sont restés eux-mêmes. Ils ont gardé leur gentillesse, leur tendresse. Ce n'est pas leur maladie qui les définit. Ce qui les définit, c'est leur humanité. » À leur époque, la schizophrénie était une malédiction qu'on subissait. Aujourd'hui, grâce à eux et malgré eux, c'est une maladie qu'on commence enfin à étudier, à comprendre, à traiter. Quant à Jim, il me semble qu'il est toujours en vie. Voilà. Pour les intéressés, sachez qu'est sorti récemment un documentaire sur HBO, Six Brothers. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, il a très bonne presse. Et toute dernière chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas encore défini ce qu'est la schizophrénie. Et ce n'est pas un hasard. On va le faire de suite, mais il était important pour nous de vous montrer l'évolution de la compréhension de la maladie à travers le temps. L'histoire des Galvin nous ayant aussi montré à quel point les symptômes étaient différents d'un malade à l'autre, que tous ne sont pas dangereux, comme beaucoup le pensent à tort encore aujourd'hui, et qu'ils sont encore une fois une population vulnérable, bien plus que vous et moi, qu'il y a des malades plus fonctionnels que d'autres, et ceux-là sont tout à fait aptes à vivre une vie normale parmi nous. Mais encore aujourd'hui, beaucoup font le choix de ne rien révéler à la plupart de leurs proches, de peur d'être stigmatisés, d'être rejetés, de faire peur, puisque la maladie inspire encore énormément la peur de nos jours. Et c'est une double peine pour ces personnes. Et donc voilà une définition récente de ce qu'est la schizophrénie selon l'Institut national de la santé mentale. La schizophrénie est un trouble mental chronique et grave qui affecte la façon dont une personne pense, ressent et se comporte. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent sembler avoir perdu contact avec la réalité. La cause de la schizophrénie n'est pas comprise et on pense qu'elle est due à un mélange de facteurs génétiques.
entre parenthèses héréditaires, d'anomalies de la chimie du cerveau et ou d'éventuelles infections virales et de troubles immunitaires. Les symptômes de la schizophrénie apparaissent généralement entre 16 et 13 ans. Dans de rares cas, les enfants sont également atteints de schizophrénie. Les symptômes de la schizophrénie se répartissent en 3 catégories, positifs, négatifs et cognitifs. Les symptômes positifs sont des perturbations qui s'ajoutent à la personnalité de la personne. Elles comprennent des hallucinations, des délires, des troubles de la pensée, façon de penser inhabituelle ou dysfonctionnelle. Les symptômes négatifs sont des capacités qui sont perdues, noyées là quelque part dans la personnalité et qui comprennent un affect plat. C'est quand la personne elle a aucune émotion dans sa voix, aucune expression du visage. Vous voyez, on appelle ça des expressions réduites. Ça comprend aussi une diminution du sentiment de plaisir dans la vie quotidienne, des difficultés à démarrer et à maintenir des activités. Quant aux symptômes cognitifs, ce sont des changements dans leur mémoire ou d'autres aspects de la pensée et ils comprennent des difficultés à se concentrer ou à prêter attention, des problèmes de mémoire de travail, une faible capacité à comprendre l'information et à l'utiliser pour prendre des décisions et les chiffres suggèrent qu'environ 1% de la population mondiale souffre de schizophrénie, ça veut dire une personne sur 100. Et j'espère que ce sujet vous aura aidé à en savoir un peu plus sur cette maladie. Et plus on sera nombreux à comprendre cette maladie, et moins cette population de malades sera stigmatisée. C'est trop le cas aujourd'hui. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on n'a pas fait de sujet mardi parce que celui-ci était tellement long. Donc je vous avoue que ça a été compliqué. En tout cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié notre travail. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. N'oubliez jamais que nous, on parle de la théorie et d'une histoire, mais il y en a parmi vous qui doivent être confrontés à ça, directement ou indirectement, à la maladie. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.